Les forces russes sont anéanties à Soumy. L'offensive russe est au point mort, et maintenant la contre-offensive ukrainienne avance à plein régime. La situation est tellement mauvaise pour la Russie dans cette région que même les médias russes ne cherchent plus à édulcorer quoi que ce soit. Les chaînes russes tirent la sonnette d'alarme concernant des revers majeurs près de Kendrivka, dans la région de Soumy. Des rapports indiquent que les forces russes se sont repliées après avoir subi de lourdes pertes. Le biélorusse Silvok affirme que le 30e régiment de fusiliers motorisés a été pratiquement rayé de la carte, avec presque aucun personnel encore debout. Pendant ce temps, les correspondants de guerre russes ne cherchent pas non plus à minimiser la situation, affirmant que les choses vont de mal en pis de leur côté à Olevska. Alors, revenons en arrière et voyons comment tout cela a commencé. Comme vous pouvez le voir sur la carte Deep State affichée à l'écran, cette contre-offensive des forces ukrainiennes a commencé il y a seulement quelques jours, et elle progresse à une vitesse fulgurante. Avant cela, les forces russes gagnaient en fait du terrain. Mais à cause de cette contre-offensive, il semble que les forces russes soient repoussées et prennent la fuite. Tout a donc commencé le 24 juillet, lorsque les commandants russes se sont trop engagés dans leur offensive, et ont forcé leurs soldats à un bain de sang dans les champs. Donc, la stratégie russe habituelle. Maintenant, avec les nouvelles réserves russes, stationnées trop loin de la ligne de front pour renforcer, les Ukrainiens ont exécuté une magnifique manœuvre en tenaille qui a repoussé les Russes d'une autre localité dans l'oblast de Soumy. Pendant que tout cela se passait, l'armée de l'air ukrainienne menait des frappes précises sur les positions russes pour semer la panique et créer des faiblesses dont les soldats ukrainiens au sol pouvaient profiter. Grâce à leur action rapide et décisive, la 225e brigade ukrainienne a pu libérer la localité de Kendrivka sur le front de Soumy le 25 juillet. En réponse, les Russes ont réagi comme à leur habitude. Ils ont commencé à cibler les infrastructures civiles pour se venger. La région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, a été la cible d'une série d'attaques tard samedi, visant les infrastructures civiles. D'autres attaques du même type avaient eu lieu plus tôt ce jour-là. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le moment où un drone russe a explosé dans une boule de feu lorsqu'il a percuté un bâtiment administratif militaire. Le média Kiev indépendant rapporte que 3 personnes ont été blessées lors des attaques nocturnes. Cela m'a toujours dérangé de voir ces attaques contre des civils, car je me demande toujours quel avantage militaire la Russie peut bien tirer en attaquant des bâtiments civils et en tuant des civils ukrainiens. Au final, cela ne change pas grand-chose sur les lignes de front, où les soldats russes reculent. Eh bien, voici un extrait du général Jackkin qui explique cela parfaitement. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et vous abonner ci-dessous. Nos vidéos sur la guerre ont tendance à être restreintes par YouTube, car ce sujet n'est pas compatible avec les annonceurs. Vos j'aime et abonnements ont un impact significatif sur l'algorithme. Passons maintenant à cet extrait. Oui, eh bien, la réalité, c'est qu'ils s'accrochent à l'idée qu'ils peuvent épuiser les Ukrainiens, briser la volonté du peuple ukrainien. C'est pourquoi ils concentrent autant ces attaques aériennes, non pas sur des cibles militaires ukrainiennes, mais sur la population civile. Et ils frappent Odessa, parce que Odessa est une ville historique. Vous savez, c'est un endroit magnifique. Beaucoup de Russes y allaient en vacances avant la guerre. C'est le rêve personnel de Poutine de remettre Odessa sous le contrôle de la Russie. Ils ont frappé leur marché qui est très historique, ainsi que l'un des bâtiments historiques, et il s'agit de briser la volonté des Ukrainiens et leur soutien à leur gouvernement afin de mettre plus de pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il fasse d'importantes concessions aux Russes. Que se passe-t-il réellement? Avec l'augmentation de ces attaques contre le peuple ukrainien, ce n'est pas surprenant. Cela a renforcé leur détermination. Cela les a rapprochés du soutien au gouvernement. Mais malheureusement pour Poutine, les attaques contre les civils ne font pas vraiment de différence sur les lignes de front, car dans l'oblast de Soumy, la contre-offensive ukrainienne progresse toujours et les Russes paniquent. Grande nouvelle, les correspondants militaires russes paniquent suite à la libération du village de Kondrivka dans la région de Soumy. Les forces ukrainiennes ont lancé un assaut sur le village d'Olekskoye. De violents combats sont en cours, les troupes ukrainiennes tentant d'entrer dans le village. En même temps, l'aviation et l'artillerie ukrainienne frappent sans relâche les forces russes retranchées dans la région.
C'était hier après-midi, le 26 juillet, et en une seule journée, il semble que l'Ukraine ait fait beaucoup de progrès dans ce village. Je dis cela parce que nous recevons ces rapports des blogueurs militaires russes, des correspondants de guerre russes qui couvrent cette guerre pour la Russie. Comme vous le savez, les deux camps, ukrainiens et russes, ont l'habitude de présenter les choses de manière avantageuse pour leur propre camp. Donc, quand les Russes disent que les choses ne vont pas bien pour les forces russes sur le terrain, j'ai tendance à les croire davantage, parce que les Russes ont intérêt à ne pas dire la vérité. Quand ils disent comment la vérité, cela signifie que la situation est bien pire qu'imaginée. C'est ce qu'ils ont dit ce matin, tôt le 27 juillet. La situation près d'Aliska s'aggrave. La situation sur le front de Soumy se détériore. Après que les forces ukrainiennes ont capturé la ville, un groupe d'assaut ennemi a lancé une attaque contre le village suivant. Les unités des opérations spéciales déployées dans le village ont sérieusement compliqué les opérations dans cette zone. Peu importe ce que l'on pense des forces spéciales ennemies, ce sont les unités les mieux entraînées. En plus d'eux, un grand nombre de troupes d'assaut provenant de régiments d'assaut distincts opèrent dans ce secteur. Tellement de troupes ont été transférées ici, que quelques compagnies de la 425e brigade d'assaut ont commencé à être redéployées dans la région de Kharkiv pour stabiliser cette direction. La situation est donc très difficile actuellement. Les combats se poursuivent, et l'ennemi fait pression non seulement par le nombre, mais aussi par la qualité. Sans parler du nombre de drones utilisés pour frapper nos combattants. Pendant que ces combats se poursuivent, un autre groupe russe sur Telegram a confirmé l'anéantissement d'une brigade d'un régiment russe dans le village dont nous avons parlé au début de la vidéo. Ce qui est surprenant, car les Russes n'admettent généralement pas ce genre de choses. Alors, passons à ce rapport. Aujourd'hui, mes amis ont confirmé que les combattants du 30e régiment motorisé qui ont tenu leur position jusqu'au bout sont restés définitivement dans la direction de Sumy. Hélas, il a été impossible de les atteindre. L'ennemi bombardait simplement sans arrêt avec des High Mobility Artillery Rocket Systems, neutralisant notre artillerie. Tout cela est accompagné d'attaques continues en carrousel de drones vues à la première personne, mémoire éternelle au gars. Être un guerrier, c'est vivre pour toujours. Maintenant, les combats d'Aliskoye continuent là-bas. J'ai déjà écrit que les forces armées ukrainiennes y ont transféré un nombre colossal de réserves depuis d'autres directions. Il est clair que c'est une région que nous surveillerons de près, où nous vous tiendrons au courant dans de futures vidéos s'il y a plus de mouvements de ce côté du front. Maintenant, les Ukrainiens ne se concentrent pas seulement ici. Les Ukrainiens ont poursuivi leur assaut à l'intérieur de la Russie, utilisant des drones pour cibler et détruire la logistique russe qui alimente cette guerre. Hier, des chaînes Telegram russes ont rapporté une attaque de drones sur une usine de signaux à Sarvastivol, en Russie. L'usine de signaux fait partie de l'infrastructure de défense de la Russie, produisant des équipements de radionavigation et d'autres composants pour l'armée russe. Voici un court extrait de l'attaque. Vous voyez, c'est la différence entre les Russes et les Ukrainiens. L'Ukraine vise l'infrastructure militaire. L'Ukraine vise les centres logistiques, à l'intérieur de la Russie. L'Ukraine ne s'en prend pas aux civils, mais les civils peuvent voir que ces attaques ont lieu à l'intérieur de la Russie. De nombreux Russes sont choqués de voir à quel point les drones ukrainiens pénètrent en profondeur sur le territoire russe. Pendant ce temps, la Russie cible spécifiquement les infrastructures civiles ukrainiennes, et s'en prend à des citoyens en Ukraine qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Ils essaient simplement de retrouver une vie normale. Ils essaient juste de vivre normalement. Et la Russie les vise en utilisant des drones vus à la première personne. Vous vous souvenez, les drones vus à la première personne signifient que quelqu'un les contrôle de l'autre côté, et que quelqu'un cible spécifiquement la personne qui conduit la voiture, ou quelqu'un cible spécifiquement une personne qui va à l'épicerie. Cela signifie que la Russie cible délibérément les civils ukrainiens dans sa stratégie. J'en ai discuté avec le général Ben Hodges pour comprendre leur motivation. Quel est leur avantage ? Voici ses propos. Nous constatons ces attaques russes. Les frappes sont massives et ciblent spécifiquement les immeubles résidentiels. Les drones vont directement dans les habitations. Comme tu viens de le mentionner, leurs actions ne sont pas décisives et ne changent pas le cours de la guerre. Quel est donc leur but ? C'est simplement une souffrance économique et humaine pour les civils. Je pense que c'est probablement plusieurs choses. D'abord, les Russes essaient de faire ce que nous avons essayé de faire, ce que les Alliés ont essayé de faire, ce que les Allemands ont essayé de faire pendant la Seconde Guerre mondiale, au Vietnam et en Corée, où on bombardait l'enfer du camp adverse.
mais le bombardement stratégique n'a jamais été décisif. Les bombardements n'ont jamais poussé les Allemands à capituler, tout comme les Britanniques n'ont pas cédé face aux bombardements allemands. Les Nord-Vietnamiens n'ont pas capitulé parce que même si nous bombardions intensément le port de Haiphong et d'autres endroits similaires, ça ne fonctionne jamais psychologiquement. Et donc, il semble que les Russes essaient de faire la même chose. Mais je pense aussi qu'une partie de cela est ils essaient vraiment d'éliminer leur population ukrainienne. Je pense que cela fait partie du génocide visant à éliminer autant que possible pour s'assurer que l'Ukraine ne puisse jamais être un pays libéral, libre, prospère et démocratique. L'administration américaine, en particulier le président Trump, réalise que Poutine ne cherche pas la paix, mais plutôt à atteindre ses propres objectifs. Il ne désire qu'une chose en Ukraine, le contrôle total du pays et l'anéantissement du peuple ukrainien. C'est pourquoi nous voyons plus de pression de l'administration américaine sur la Russie. Et j'espère que cela mènera à la paix et à une paix durable. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire d'État Marco Rubio. Tout le monde devrait se réjouir que le président des États-Unis, Donald J. Trump, soit focalisé sur la paix. Son plus grand souhait est de participer à des accords de paix, d'arrêter, de prévenir et de mettre fin aux guerres. Ce n'est pas sa guerre. Il n'a pas déclenché cette guerre. Cela ne serait jamais arrivé s'il avait été président. Mais c'est arrivé. Il en hérite et il a tout fait pour y mettre fin. Je pense qu'il est de plus en plus frustré que, malgré de très bonnes interactions et appels téléphoniques avec Vladimir Poutine, cela ne mène à rien. Il est donc temps d'agir. Le président l'a clairement fait comprendre. Il perd patience. Il perd la volonté de continuer à attendre que la partie russe fasse quelque chose ici pour mettre fin à cette guerre. Ce n'était pas sa guerre, mais il veut la voir se terminer, vous savez, depuis janvier de cette année. Maintenant, il semble, du moins d'après les déclarations de tous les principaux acteurs, que cette pression fonctionne, parce que nous avons eu une confirmation concernant le dirigeant russe Poutine, qui va enfin rencontrer le président Zelensky. Si vous vous souvenez, le président Zelensky a toujours été ouvert à rencontrer Poutine. Mais Poutine est vraiment trop, vous voyez ce que je veux dire, pour rencontrer le président Zelensky. Il a trop peur de le regarder dans les yeux, alors même qu'il tue des enfants ukrainiens, alors même qu'il tue des civils ukrainiens innocents. Finalement, il semble qu'ils pourraient se rencontrer, selon une récente déclaration du président Trump. Écoutons. Ensuite, aujourd'hui même, nous avons eu le ministre des Affaires étrangères, le ministre turc des Affaires étrangères, qui a confirmé que l'Ukraine et la Russie ont accepté de tenir un sommet des dirigeants en Turquie. Nous ne connaissons pas encore la date exacte, mais nous avons quelques détails. Une délégation américaine et la délégation turque seront probablement présentes, puisque l'événement se déroule en Turquie. Pendant ce temps, Zelensky et Poutine pourraient se rencontrer pour la première fois depuis le début de la guerre. Il y a eu des discussions sur les conditions et la manière dont les dirigeants eux-mêmes devraient se réunir. La bonne nouvelle, c'est que les deux parties ont accepté en principe d'organiser un sommet des dirigeants en Turquie, sous l'égide de notre président, avec la participation de M. Poutine, M. Zelensky et M. Trump. Mais là où ils divergent particulièrement, c'est que M. Zelensky et M. Poutine ont des conditions préalables différentes concernant un cessez-le-feu pour participer au sommet. Et ici, les équipes de négociation ont un rôle important à jouer, car même au sein des équipes, il y a des divergences. Mais d'abord, ils doivent savoir exactement à quoi ils disent oui et à quoi ils disent non. La partie russe dit aussi quelque chose dans ce sens. Maintenant, comme je l'ai dit au tout début, ces positions étaient autrefois beaucoup plus éloignées, comme dans d'autres domaines. Maintenant, au fur et à mesure que les discussions avancent, petit à petit, je vois quelque chose de plus orienté vers un compromis. Je vois une volonté d'y parvenir. Et comme nous l'avons dit depuis le tout début, si ces négociations continuent de manière ordonnée et avec cette intention, je crois vraiment qu'après encore quelques cycles, une solution provisoire émergera.